Donc bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci beaucoup d'être présents pour cette conférence du dimanche matin. Peut-être c'est pas le meilleur horaire, mais en contrepartie, vous avez les meilleures personnes. Mais comme on était déjà là hier, en fait, on occupe un peu. En fait, on est quand même rentré à un moment donné. On n'a pas passé toute la soirée enfermé ici, on vous rassure. On va faire un truc dingue. On va se présenter d'abord. Parce qu'hier, j'ai oublié. Voilà. Donc, maintenant, on va se présenter. Je me présente ? Mais oui, bien Très sûr. bien. Donc, pour celles et ceux qui ne nous ont jamais vus, alors qu'on est mondialement connus, moi, je suis Henri Kermarek, auteur de jeux de société depuis 20 ans maintenant, graphiste et directeur artistique pour le jeu de société depuis à peu près le même temps, et enseignant en game design depuis 6 ans. Voilà. Moi, je suis Paul Gara, j'anime un podcast consacré aux jeux de société et aux jeux de rôle. Un podcast indépendant et non sponsorisé, j'insiste là-dessus. Ok. Alors, bienvenue pour cette conférence dont on ne voit pas Les slides. les slides. Donc, bienvenue une deuxième fois et merci d'être là malgré toutes les difficultés techniques. Nous sommes toujours les mêmes personnes. Voilà, on va pas la refaire celle-là. Voilà, on va espérer qu'on va couper au montage tout ce passage délicat. Et de quoi allons-nous parler aujourd'hui ? Le titre de la conférence, c'est « La place des joueuses dans le jeu ». Aujourd'hui, là, qu'est-ce qu'on voit dans ce festival, dans ce lieu magnifique dans lequel nous sommes, le couvent des Jacobins ? Tout ce que vous avez autour de vous, c'est des kakémonos magnifiques, colorés, attractifs, et des boîtes de jeux pleines partout, de tas de jeux divers, variés, des tables où des gens jouent à des jeux. C'est fascinant, en fait. Un week-end comme ça, un festival, forcément, on s'interroge, mais mon Dieu, que sont tous ces jeux ? Il y en a tellement, je les connais pas, on a envie de tous les découvrir. Finalement, on a tendance à se dire, mais le roi de la fête, dans ce genre de moment, dans ce genre d'endroit, c'est le jeu. C'est dans sa boîte, avec les petits pions sur une table. Mais peut-être pas. Oui, parce qu'en fait, nous, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on n'allait pas vous parler forcément de jeux aujourd'hui, mais on allait vous parler de vous. Vous qui jouez, en fait. Bien sûr, on ne va pas parler de vous personnellement, on ne se connaît pas. Mais on va décider plutôt d'interroger vous qui achetez des jeux, qui les faites vivre, qui jouez, qui interprétez les règles, les appliquez, notez les scores ou pas. Et on va pas non plus parler on va parler donc de votre place dans le jeu, à l'égard du jeu, dans l'économie aussi du jeu. Pas de la place, de la difficulté à trouver une place pour jouer non plus. Et forcément votre place, mais aussi la nôtre, parce qu'avant tout, nous sommes quand même des joueurs et joueuses. Mais bien sûr. C'est notre motivation première pour être ici. Donc on va se poser la question de savoir si on est inclus en fait dans le jeu. En tout cas, comment le joueur ou la joueuse est inclus dans le jeu, comment il est pris en compte par les auteurs et autrices dans leur création, comment l'économie aussi du jeu s'adresse aux joueurs et joueuses, puisque finalement c'est quand même nous qui achetons les jeux. Donc vous vous doutez bien que nous sommes la fameuse cible de tout ce marché, parce que c'est aussi un marché. Et on va aussi parler de la liberté qui nous est laissée dans la façon d'appréhender les jeux. Notre place, je vous l'ai dit, dans le marché, notre place aussi dans le marketing. Et qui dit notre place, qui dit notre liberté, dit aussi notre responsabilité. Est-ce que nous avons une responsabilité dans cet écosystème ? Voilà, c'est un peu les questions que nous allons essayer d'aborder avec humilité, modestement, mais on va essayer d'argumenter. Et on espère que on va tâcher. Voilà. Ce sera intéressant pour tout le monde. Voilà. Ok. Le premier angle d'attaque dont on a envie de parler, c'est la place des joueurs et des joueuses dans les sciences du jeu. Alors n'ayez pas peur, on ne va pas commencer à rentrer dans des débats théoriques extrêmement verbeux, etc. On va essayer, ce qui va être intéressant ici, ça va être de vulgariser un des fondements de la recherche autour du jeu. C'est deux notions en fait, pas qui s'affrontent, mais qui sont deux angles d'attaque radicalement différents quand on essaye d'observer le jeu, d'aborder le jeu depuis le point de vue d'un chercheur ou d'une chercheuse. Okay ? Ces deux notions, en fait, vous les connaissez déjà, mais c'est le game et le play. Ce qui ne va pas être facile, c'est que nous, en français, on n'a qu'un seul mot pour dire ces deux choses, c'est le jeu. Okay ? On dit qu'on est en jeu, quand on est en train de jouer, on dit le jeu pour dire la boîte de jeu. Donc souvent, ça peut créer des confusions, on mélange un petit peu toutes ces notions. Et les chercheurs, ils veulent aborder ça de manière très précise. Et donc, ces deux notions sont très différentes. D'un côté, on a le game, c'est l'objet jeu. Okay ? Le game, c'est toutes les études qui vont être axées autour du game, c'est celles qui vont avant tout étudier les objets, les règles. Est-ce que ce jeu il est
bien ou pas, ou qu'est-ce que ce système de règles fait spécifiquement dans l'objet jeu. On va étudier les règles de jeu, bref, le dispositif en sociologie, les objets, voilà. Plus que les pratiques. Les principaux représentants de cet axe-là, c'est généralement dans les game studies des game designers. C'est des auteurs et des autrices de jeux qui ont écrit des livres pour comment créer des jeux. On peut penser à un des livres les plus connus de game design, c'est Rules of Play de Salen et Zimmerman. Pour Salen et Zimmerman, un jeu, c'est un système où on crée un conflit qui se termine par des enjeux quantifiables. D'accord ? Pour eux, le jeu, c'est ça. Très bien. Et cette définition ne choque personne, on est d'accord. Voilà. Et bien pourtant, cette définition d'aborder le jeu en cherchant à le regarder par son système et par son objet, c'est vraiment mettre au cœur de l'attention la boîte de jeu, l'œuvre, en fait. Voilà. Et moins les joueurs et la pratique du jeu. On peut noter cette magnifique citation de Jesper Juul, qui est un game designer de jeux vidéo à la base, et qui est dans ce clivage de la recherche, un petit peu, un de ceux qui est les plus pros autour du game, quoi. Donc les jeux sont principalement des systèmes de règles réels avec lesquels les joueurs interagissent dans le monde réel. Alors le fait qu'il insiste 2 fois sur le monde réel semble un peu lourd. En fait, c'est dans son corpus à lui, dans tous les articles qu'il écrit, il insiste vachement sur cette notion de règles réelles, dans le sens où il le distingue justement du play, dont on va parler après, où pour lui, l'expérience vécue, c'est beaucoup de subjectivité, etc., etc., etc. Il ne nie pas, mais son axe d'attaque, c'est vraiment, on veut se concentrer sur l'étude des règles et de l'objet. Voilà. Et donc, comme je disais, c'est souvent, au sein de la recherche, cet axe-là, il est pris beaucoup par les game designers. Voilà. Et donc, on a un deuxième axe dont tu vas nous parler. Donc, on a une approche qui va être, qu'on peut dire à l'opposé, c'est celle donc du play, ce que tu expliquais, puisque là, avec ce que expliquait Henri, vous comprenez que dans le jeu pensé comme le game, en fait, la joueur ou la joueuse est finalement assez secondaire. C'est bien sûr une condition d'activation du dispositif, du système, puisque s'il y a quand même personne pour jouer, en fait, le système reste quelque chose de, entre guillemets, abstrait, mais ce n'est pas le centre théorique du système. Finalement, la joueuse va être un moyen et non une finalité. Alors que dans l'approche du play, on va mettre l'accent au contraire sur l'activité humaine, l'expérience. Donc c'est ce qu'on cite dans les slides, je pense, notamment Jacques Henriot, qui explique que le jeu n'est pas dans la chose, mais dans l'usage qu'on en fait. Et donc, lui, l'accent est mis sur l'activité humaine et non pas sur l'objet. Donc on passe de quelque chose qui est très matériel, l'objet, à quelque chose qui est beaucoup plus immatériel et symbolique, l'activité humaine. Henriot dit également une phrase, avant d'être une structure, le jeu est une idée. Cette phrase, elle n'est pas si évidente que ça à comprendre, comprendre le sens de ce que ça veut dire. En fait, c'est plutôt l'idée que, certes, il y a un objet, mais le jeu n'existe pas d'abord comme objet, comme un système de règles ou une mécanique formelle. C'est d'abord une intention, une représentation mentale et une attitude. Ça veut dire qu'il y a, je le disais, quelque chose de la posture symbolique. Finalement, c'est la personne qui va jouer, le joueur ou la joueuse, qui va décider que ceci est un jeu. Il faut se figurer qu'on est dans le jeu pour que le jeu existe, parce qu'on pourrait lui donner un tout autre sens. En jouant, on va faire des actions qui ont un sens dans le jeu, mais qui, dans le reste de la vie, auraient un tout autre sens. Et c'est bien parce que nous décidons que c'est un jeu et que nous décidons de donner cette symbolique-là, tout bêtement, je veux dire, le fait de décider qu'un cube de X couleurs représente telle ressource, en réalité, on a bien devant nous un simple cube, peut-être marron, et parce que nous décidons que c'est du bois, nous lui donnons la valeur symbolique, et c'est nous qui faisons le jeu à ce moment-là. Donc, il y a une nécessaire adhésion des joueurs et des joueuses à l'idée du jeu, en tant qu'activité dans laquelle on va inverser les symboliques évidentes, matérielles, pour s'approprier le système et le cadre. Donc les actes qu'on accomplit ont une symbolique, un sens particulier qui ne peut être que lié aux personnes qui l'exercent. C'est donc pas du tout, l'accent n'est pas mis sur le système en lui-même, qui n'est finalement qu'une proposition, mais bien sur les personnes qui vont recevoir le système et décider de se l'approprier et de lui donner un sens, c'est-à-dire aussi quelque chose qui va être signifiant, mais toujours dans l'idée aussi qu'il y a une forme de
peut-être pas de légèreté, mais c'est ce qu'on entend souvent. En fait, on a le droit de sortir du réel. En tout cas, on n'est pas complètement dans le réel. Il y a peut-être un peu, on accepte, il y a une forme de suspension d'incrédulité dans le jeu. On accepte de faire comme si, et ça veut bien dire que c'est là où c'est l'idée, une attitude mentale dans laquelle on est OK pour dire ça tous ensemble. Donc on voit bien qu'on est dans une approche qui n'est pas du tout structuraliste, qui est l'approche du game. Dans l'approche structuraliste, c'est vraiment le système, la structure. C'est pas ce qu'on va dire qui compte, c'est comment on le dit. Là, on est bien dans l'approche du play sur qu'est-ce qu'on va dire en fait avec le jeu. Donc en fait, le jeu n'existe finalement qu'en quand il y a cette rencontre entre la structure, le système, et le joueur ou la joueuse. Cette rencontre, on ne peut pas faire l'économie de la joueuse, en tout cas pour comprendre ce qu'est le jeu au sens du play. On a aussi d'autres personnes qui vont même encore plus loin, puisqu'ils vont dire que finalement l'objet est carrément secondaire. Ce qui compte, c'est l'expérience. Là, on va encore plus loin. Et l'expérience, c'est mettre l'accent sur les émotions, sur le ressenti des joueurs et joueuses en jeu. Il y a des cadres d'analyse qui vont vraiment explorer ça. On va passer des mécaniques aux dynamiques, ce qui se crée pendant la partie, c'est-à-dire les expériences de jeu, comment les joueuses vont interagir entre elles et avec le jeu pendant la partie, pour finir par l'esthétique, et l'esthétique au sens non pas de c'est joli, c'est visuel, au sens vraiment des émotions. Qu'est-ce qu'on a ressenti ? Et là, on comprend bien que pour explorer les émotions, on a également beaucoup besoin de savoir, finalement, c'est la joueuse ou le joueur qui vont pouvoir exprimer ces émotions et qui peuvent être variées, différentes selon la façon dont on s'est approprié le jeu et dont on a décidé de l'activer. Donc c'est le joueur ou la joueuse, là, dans ces approches, qui est bien au centre du jeu. On peut même se demander si le jeu existe vraiment avant d'être joué. C'est un sujet sur lequel on n'est pas tout à fait d'accord. On le dit. Alors il faut le dire tout de suite, il y a certains moments où on ne sera pas d'accord, et c'est tant mieux en fait. Voilà. Comme ça, c'est un peu dialectique, on aura des positions différentes et c'est cool. Parce qu'il n'y a pas qu'une seule bonne réponse. Voilà. Parce que ce qui est vrai, c'est que le jeu est un système, c'est ce qui le caractérise. Mais est-ce que ce système n'est qu'un concept ou est-ce qu'il a une existence réelle avant d'être activé par les joueurs et joueuses ? C'est un ensemble de règles, de matériaux, une intention, mais c'est en fait un objet imparfait. Il lui manque pour exister, finalement, sa composante la plus essentielle. Son existence ne va être totale, finie et parfaite que lorsqu'il va enfin être joué. On peut se demander si un jeu qui resterait dans une boîte jamais ouverte, est-ce que ce jeu-là existe vraiment ? Bien sûr, il a une matérialité, mais est-ce que l'idée et le concept s'expriment à partir du moment où personne ne peut en faire l'expérience sensorielle ? Voilà. Et d'ailleurs, et aussi, on connaît tous et toutes des jeux auxquels on a joué et on n'a pas du tout eu les mêmes expériences d'un groupe ou non de joueurs et joueuses, ce qui prouve bien qu'avec un même système, on peut avoir deux expériences complètement différentes, ce qui montre bien qu'en fait, certes, c'est un système qui est figé, mais qui est plastique puisqu'il a encore la possibilité d'être modifié par celles et ceux qui y jouent. Ok. Pour compléter très vite et reboucler avec tout le début où j'ai parlé de la recherche, on peut juste noter à titre informatif que le play, en fait, il est vachement représenté dans les play studies. Ça existe, comme j'ai parlé de game studies, qui se fait sur l'objet. Il existe des play studies depuis les années 70 qui sont majoritairement tenus par des sociologues qui s'accordent autour des pratiques de jeu, donc comme l'a dit Paul Carat. Et là, dans le cas présent, souvent, c'est autour des pratiques de l'enfant, le cognitif, etc. Et après, il y a eu des play studies, il y a un regain des play studies qui comme tu l'as dit, s'attarde vachement plus sur les pratiques de jeu plutôt que l'objet ou les règles. Voilà, c'est vraiment un angle de recherche maintenant qui est privilégié. Est-ce qu'on donne notre avis là-dessus ? Parce oui, on n'est pas d'accord tout à fait. On n'est pas tout à fait d'accord. En fait, c'est un clivage dans la recherche qui est là parce que quand on décide d'avoir un angle d'attaque, il y en a qui prennent que par le game, d'autres qui se focusent que par le play. À titre très personnel, moi j'ai tendance à penser que c'est un clivage qu'il faut essayer de dépasser. Dans le sens où moi j'ai envie de faire preuve de discernement. Autant pas moi. Voilà, évidemment. Mais c'est pas grave. Mais voilà. Et du coup, en fait, moi là où j'ai envie de me placer, donc de manière très personnelle, c'est autant je peux entendre que dans les pratiques du jeu de l'enfant, où un enfant peut décider il peut choisir des cailloux et
décider que les choses qu'il va faire avec, ceci est un jeu, même se fixer des règles, que ça devienne un jeu de société inventé sur le pouce, etc. Ok, moi, dans la définition du jeu, j'ai tendance à penser, comme ce qu'a dit Caroline, que le moment de jeu, il vient avant tout de l'intention des joueurs et des joueuses. Si les joueurs et les joueuses ne décident pas qu'à ce moment-là, on est en train de vivre un jeu, voilà, comme le dit Goffman, c'est un cadre d'analyse, c'est un moment vécu avant tout. Pour moi, oui, voilà, ça, c'est par ça qu'il faut définir le jeu, j'en suis persuadé, parce qu'avant tout, c'est une expérience humaine. Au sens très large, c'est plutôt mon approche, je te rejoins là-dessus, complètement. Dans le cas du jeu de société, et là, il faut préciser un petit peu, juste dans le cas du jeu de plateau, pion, carte, etc., on va dire peut-être un peu proche du jeu de simulation, etc., là, j'ai tendance à mesurer un peu cette approche, dans le sens où, pour moi, le jeu de société, ce type de jeu, il est plus coercitif, c'est-à-dire il propose un cadre finalement assez fort. Il pose des règles, et finalement, les joueurs et les joueuses ont pas tant de liberté pour sortir. Ça dépend évidemment du type de jeu. Le jeu de rôle offre une liberté énorme, etc. etc. Encore une fois, si on est du jeu à règles un peu dur, plateau, option, etc., il me semble que le dispositif est tellement coercitif que la place du joueur à l'intérieur de ça, sa liberté, elle est finalement assez limitée. Voilà. Et donc pour moi, dans ces cas-là, le moment de jeu, il vient pour moitié du dispositif, de l'objet jeu, parce qu'il cadre vachement ce qui va se passer. Voilà, la nature de l'expérience, elle est quand même, à mon avis, pour moitié définie par les règles, le jeu, la fiction qui est proposée, le contexte narratif, etc., etc. Certes, les joueurs et joueuses peuvent après décider de ne pas appliquer telle règle, une variante, de prendre le jeu à la légère alors que c'est un jeu grave ou l'inverse. Ils ont toute cette liberté-là. Mais malgré tout, pour moi, ça reste à la marge. La majorité de l'expérience sera définie par l'objet. Dans le cas du jeu de société, moi, j'ai envie de faire du 50-50. Pour très mal résumer, voilà. Ouais, c'est sûr que sur ce point-là, on n'est pas complètement d'accord. Moi, je considère au contraire que la joueuse, en fait, c'est la composante essentielle du système ludique, parce que le jeu n'est pas extérieur à elle. Le jeu ne fonctionne que comme une interaction entre les joueuses entre elles, bien sûr. Ça, c'est l'interaction à laquelle on pense en premier. Mais d'abord, en réalité, il y a l'interaction des joueuses avec le système. Les joueuses doivent lire les règles de jeu, les comprendre, les interpréter souvent. Donc il y a en réalité, dans l'interprétation, il y a toujours une énorme part de subjectivité de la compréhension des règles, de comment on décide de les appliquer. Et effectivement, il y a la possibilité d'apporter des variantes qui ne sont pas prévues originellement. Je pense qu'on l'a tous et toutes fait. On peut décider de ne pas appliquer certaines règles parce qu'on ne les trouve pas fonctionnelles, en tout cas pour notre groupe ou pour une partie. On peut décider aussi, on l'a dit, il y a la posture autour de la table. On peut décider de jouer des jeux d'affrontement avec une très forte compétition et un très fort investissement, comme on peut au contraire décider de prendre cela avec des involtures. Et la posture, elle change aussi beaucoup l'expérience de jeu, la façon dont on aborde le jeu. Il y a toute la partie de régulation sociale autour de la table, ce qui est permis ou pas autour du jeu pendant une partie. Parce que ça, c'est aussi important et je veux dire, par exemple, le temps passé entre chaque coup, le fait de savoir ce qu'on va minuter. Puis il y a des jeux où on sait qu'on minute le temps de réflexion entre chaque coup. On peut décider au contraire que c'est très libre. Ce sont des choses qui vont changer radicalement les expériences de jeu et dans lesquelles seules les joueuses peuvent finalement intervenir. Donc moi, je pense qu'en fait, si on prenait une règle de jeu, il y a vous savez, on a souvent une description du matériel, et en fait, il manque le matériel essentiel dans la description. Il faut trouver. Alors, il y a quelques jeux qui le font. Il faut trouver des gens pour jouer avec vous. Enfin, si on est sur des jeux qui ne sont pas solo, mais il faut au moins à minima une joueuse pour jouer, et ce n'est jamais listé. Et pourtant, je pense que nous sommes la composante essentielle, parce que on pourra avoir dans une boîte tout le matériel qu'on veut. Si on n'a pas de joueuse, le jeu n'existera pas. Je vous renvoie à une conférence très intéressante qui a été donnée par Clemens Franz. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un illustrateur de jeux de société qui est très connu pour avoir illustré Agricola de Uwe Rosenberg en 2007. Ensuite, il a travaillé beaucoup sur les jeux Lookout. Il est illustrateur, mais il travaille aussi beaucoup sur l'iconographie. Donc, c'est notamment, je donne cet exemple parce que c'est un exemple très parlant et qu'on retrouve dans beaucoup de jeux depuis. Quand vous avez des phases de revenus dans les jeux, souvent sur les cartes, elles sont représentées par une petite main comme ça. Ça, c'est Clemens Franz en fait qui a le premier utilisé ce symbole qui a été repris. L'iconographie, c'est une forme de langage finalement qui nous permet de jouer plus facilement parce que on a tout un ensemble de signes, un peu comme les emojis aujourd'hui, dont on sait très bien ce qu'il veut dire, même si on ne n'est pas toujours capable de bien expliquer, mais on comprend instinctivement. C'est un langage.
Il a donné des conférences en 2024, notamment une qui s'appelle Metaphoric Structure for Analog Games. Donc lui, il utilise beaucoup le terme de jeu analogique, c'est-à-dire les jeux physiques par opposition aux jeux numériques. C'est plutôt une définition qui se fait par opposition aux jeux numériques. Et en fait, il explique que la grande différence entre jeu numérique et jeu analogique, dans lequel il intègre jeux de société, jeux de cartes, jeux de plateau, mais jeux de rôle et même jeux de grandeur nature ou bien même escape game, enfin vraiment tout ce qui va utiliser finalement le physique. Enfin, on va utiliser notre corps finalement, puisque on utilise beaucoup notre corps. C'est une des activités peut-être culturelles où on utilise le plus notre corps, le jeu de société. Il explique d'ailleurs, dans le jeu de société, l'une des particularités par rapport aux jeux vidéo, c'est qu'on va déléguer aux joueurs et joueuses toute une partie de la maintenance. En fait, ce qui, dans un jeu vidéo, est géré par la machine, par des lignes de code. Alors, je suis tout à fait nulle en informatique, donc j'aurais du mal à expliquer, mais voilà, on sait, tout est codé. Dans le jeu de société, c'est bien les joueurs et les joueuses qui vont assurer cette fonction. Ils n'ont pas de les jeux analogiques n'ont pas de moteur caché. En fait, tout va être visible. On va devoir manipuler. On a tous fait des jeux où il y a des phases de maintenance. Il faut rafraîchir la rivière de cartes. Il faut faire dans les coopératifs, on va faire jouer le jeu contre nous, etc. Et en réalité, c'est bien les joueurs et joueuses qui vont prendre en charge ces fonctions. Donc, en fait, on est aussi le moteur de l'application du système. En fait, si on ne fait pas ces phases de maintenance, ça n'existe pas. C'est donc bien les joueurs et joueuses qui vont devoir comprendre le système, se l'approprier pour pouvoir le restituer. Ce qui est bien la preuve que nous sommes le moteur, comme dans un jeu vidéo, le moteur, c'est bien le système numérique, en fait, le codage. Je l'exprime sûrement très mal parce que mes connaissances sont limitées, mais voilà, je pense que vous avez compris l'idée. Et voilà. Et donc, sans joueurs et joueuses, le jeu restera un objet inanimé, cela restera un objet et non pas plus une expérience qui est capable de provoquer des émotions et des sensations chez ceux et celles qui vont l'expérimenter. Ok, merci pour cette position argumentée solidement et on a bien compris ton propos. C'est cool. C'est clair pour après, il faudra voter entre Henri et moi. Ouais, c'est ça. Bref, ok. Très bien. Donc, on s'y attarde pas plus sur la question de la recherche parce qu'après, ça peut devenir théorique. Et puis voilà, on va passer à la partie suivante. Alors, ce qui va nous intéresser, c'est la place des joueuses dans le game design. Et donc, bah oui, comment est-ce que les joueurs et les joueuses sont finalement impliqués dans le système, le récit, comme vous pouvez le voir, et dans la création. Alors, on va l'aborder sous deux angles qu'on a choisis de façon peut-être un peu partisane, mais enfin, on trouvait que c'était deux angles intéressants pour évoquer cela. La place de la joueuse dans le système. Les systèmes de jeu, on l'a dit, vont laisser plus ou moins de place à l'agentivité et à la créativité des joueuses. Mais qu'est-ce que c'est que l'agentivité ? Parce que je crois que peu d'êtres humains savent ce que c'est réellement que l'agentivité, Polgara. Non, je ne crois pas ça. Donc, l'agentivité, ça peut se définir par la capacité d'agir dans le système, décider, interpréter, influencer, transformer. C'est l'idée que lorsque nous jouons, nos choix ont de l'importance. Et ils ont un sens. Il faut que les choix que l'on exerce aient un sens pour que nous puissions adhérer au système, car on sait très bien tous et toutes que faire des choses qui n'ont pas de sens, auxquelles nous ne sommes pas capables de donner de sens, on perd de toute façon tout intérêt, on se désintéresse, on se désinvestit, c'est très difficile, ou alors on va faire des choses par répétition. Mais si on n'a pas de sens, c'est compliqué en fait de s'investir et notamment de faire des choix. Faire des choix, c'est bien sûr comprendre ce qu'on fait, sentir que cela a du poids, que ça a la possibilité d'avoir une incidence, et on peut aussi assumer ou regretter ses décisions. Il faut que les choix soient engageants et qu'on puisse avoir parfois des regrets ou bien se féliciter de nos choix. Il faut distinguer, je pense, le fait de faire des choix fréquents dans les jeux et le fait de faire des choix signifiants. Il y a beaucoup de jeux dans lesquels on a l'impression qu'on a beaucoup de choix qui nous sont offerts, par exemple parce qu'on va avoir des actions. Mais si on les analyse, on se rend compte qu'en réalité, il n'y a qu'une bonne action possible. Je prends un exemple, l'auteur ne nous écoutera pas, donc tout va bien. Je ne sais pas si vous connaissez le jeu Size de Jamie Stegmaier, qui est un jeu d'ailleurs qui a eu l'As d'Or Expert il y a quelques années. C'est un jeu dans lequel vous avez un plateau qui vous permet de faire 4 actions. Il y a 4 actions possibles. Mais à chaque fois que vous avez fait une action, au tour d'après, vous ne pourrez pas refaire la même action.
C'est un jeu où, en réalité, si on prend le temps de bien analyser, on a à chaque fois, donc on a le choix entre 3 actions, il n'y a qu'une action qui est vraiment une action utile. Et en fait, on n'a pas tellement de réflexion à apporter puisqu'elle est assez évidente. Il n'y a pas vraiment d'agentivité. Le jeu me dit déjà, avant même que j'ai joué, quelle est la seule action utile et importante et qui est vraiment bénéfique pour moi dans ce qu'on a à faire dans le jeu. Donc, en fait, ok, vous avez 3 choix, mais en réalité, il n'y en a qu'un seul qui est pertinent. Il y a aussi des jeux où vous n'avez le choix qu'entre de mauvaises actions et vous faites que des choix par défaut. Vous faites le moins pire. D'ailleurs, on évite en général typiquement les actions où, je ne sais pas si vous avez joué au château de Bourgogne, on peut utiliser un dé pour regagner 2 ouvriers qui nous permettront de moduler nos dés. Ça, c'est vraiment une action qu'on fait en désespoir de cause et on n'a jamais le sentiment d'avoir fait ce choix-là par agentivité. On l'a fait par défaut, en se résignant parce qu'il n'y avait rien de mieux à faire. Dans les châteaux de Bourgogne, ça passe parce que c'est une action qui nous permet de nous sortir de l'ornière une fois de temps en temps et qu'on a beaucoup d'autres choix vraiment signifiants et impactants qui peuvent être faits. Mais le problème, c'est quand vous avez des jeux où il n'y a que cela, que des choix que l'on fait par défaut. L'agentivité, c'est plutôt pour avoir le choix entre 2 choses très bien et devoir faire un choix entre 2 super trucs et renoncer à quelque chose de super pour en faire une autre de super. Et c'est ces jeux-là qui vont notamment souvent générer une forme de frustration, puisqu'on va être frustré de ne pas avoir pu faire les 2 très bons choix. Voilà, c'est souvent ce qui permet d'assurer l'agentivité. Aujourd'hui, c'est quand même quelque chose qu'on note dans l'évolution des jeux et dont quand même des gens se plaignent assez fréquemment, c'est qu'on a beaucoup de jeux où, sans trop faire de choses, on gagnera toujours des points, un peu n'importe comment. Et c'est un peu ces jeux que j'appelle jouer en pilotage automatique, c'est-à-dire que quels que soient les choix que je fais, je gagnerai des points d'une manière ou d'une autre, et puis à la fin de la partie, Henri aura fait 35, j'aurai fait 34, Mathilde aura fait 33. Ok, on n'aura pas eu l'impression de faire de coups d'éclat. Oui, on aura gagné des points, on aura fait des choix, mais qui de toute façon, à peu près tous nous rapportent le même nombre de points. Et en réalité, on peut avoir beaucoup de choix. Il n'y a qu'une très faible agentivité, puisque finalement, quoi qu'on fasse, on gagnera des points et on arrive dans des scores qui seront assez serrés. Souvent, ce sont des jeux qui sont très... Il y a une tendance à faire des jeux comme ça parce qu'on estime que c'est agréable, parce qu'il n'y a pas de gros écarts de score, donc les joueurs et les joueuses ne le vivent pas mal, etc. Je ne suis pas persuadée que sur la répétition de l'expérience, on ait une véritable satisfaction à jouer comme ça, puisque finalement on peut, moi c'est ce que je fais, regarder son téléphone, répondre à ses mails, aller chercher vider son lave-vaisselle entre 2 tours de jeu. On peut se désinvestir du jeu puisque quoi qu'on fasse, de toute façon, le jeu nous permet plus ou moins de nous en sortir. Voilà, c'est aussi les jeux très gratifiants qui ne nous punissent jamais. Or, je pense malgré tout qu'à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire et on n'a pas le sentiment de victoire vraiment éclatante, en tout cas dans les jeux compétitifs. Donc ça, c'était pour l'agentivité. On va parler maintenant d'un autre aspect qui va être plus centré sur la place de la joueuse dans le récit. On va parler de ce qu'on appelle la narration émergente. Donc, la joueuse, elle est plus ou moins spectatrice ou actrice dans le jeu, mais elle peut être également autrice du récit. Les jeux narratifs ont connu un énorme essor parce qu'on est vraiment dans la recherche de l'expérience unique, et on essaye de trouver des façons de raconter des histoires, vraiment, pas que par le système, mais vraiment par des formes qui vont peut-être plus lorgner du côté du jeu vidéo ou de la littérature ou même du cinéma. On a des jeux narratifs qui sont souvent très scriptés, où finalement vous avez très peu de place dans l'histoire qui va se raconter. Or, vous n'êtes pas lectrice ou spectatrice quand vous jouez, vous êtes vraiment une actrice à part entière, c'est-à-dire qu'il faut que vous ayez le sentiment que ce ne soit pas que le personnage qui, par une forme de d'illusion ou en tout cas d'abstraction à qui il arrive l'histoire, il faut que vous aussi, on ait le sentiment qu'en tant que joueur et joueuse, c'est vraiment nous qui vivons l'histoire et qu'on a le droit de la vivre comme on veut.
souvent, les jeux narratifs sont très scriptés, ne vous laissent que très peu de choix, et vous n'avez pas le sentiment de vous approprier l'histoire. Vous avez l'impression d'être dans un rail et que de temps en temps, on vous montre de jolies images par la fenêtre du train, mais que cela s'arrête là. D'abord parce que l'écrit n'est pas forcément à même, dans le cadre du jeu, de bien retranscrire toujours cette recherche d'une sensation d'aventure ou en tout cas de narration. La narration émergente, c'est un peu, c'est pas l'opposé total, mais c'est une vision qui est beaucoup plus libre, beaucoup moins scriptée et qui va donner un cadre beaucoup plus plastique, beaucoup plus flexible. Un auteur moi que j'apprécie énormément, qui est Rob Daviau. Donc, Rob Daviau, c'est notamment l'auteur c'est l'auteur qui a, on va dire, créé le système du legacy. Donc, c'est-à-dire travailler sur des jeux existants pour en faire des modes legacy, c'est-à-dire des parties où les jeux vont se transformer. Chaque partie a une incidence sur la suite des parties, ça se joue souvent en campagne. Rob Daviau, c'est quelqu'un qui vient beaucoup du jeu de rôle. Sa première référence ludique, c'est Donjons et Dragons, qu'il a découvert exactement comme dans Stranger Things, dans le début des années 80. Voilà. Il en parle beaucoup. Il a fait aussi du théâtre. Et c'est quelqu'un qui veut raconter des histoires, mais veut laisser la place aux joueurs et aux joueuses de s'approprier, de se raconter leurs propres histoires. Donc, dans les jeux qu'il propose, déjà, c'est un truc qui est assez génial, c'est que dans les règles des Legacy, il dit vous ferez des erreurs de règles, vous ferez pas tout comme c'est peut-être prévu à la base dans le système, c'est pas bien grave, ne vous inquiétez pas, ça n'a pas d'importance. Et lui, il met vraiment l'accent sur le fait que les joueurs et joueuses s'approprient les systèmes pour se raconter leurs propres histoires. Donc dans la narration émergente, ça va être des touches, ça va être juste un cadre, il n'y a pas beaucoup de choses écrites, ce n'est pas nécessaire, c'est vraiment ce qu'on va faire en jeu qui va donner du sens et qui va créer de la narration. Il est le co-auteur d'un jeu qui n'est pas un jeu legacy, qui est un de mes jeux favoris, et j'ai une sorte d'obligation morale d'en parler à chaque fois que je peux. Il a créé un jeu qui s'appelle Toulouse Death Medaille avec Eric Lang, qui est une sorte de dungeon crawler très très épuré mécaniquement, dans lequel vous avez un pitch de départ. En gros, c'est un jeu très pulp, il faut aller à la fin, faut interrompre un rituel et puis aller taper un grand ancien pour gagner. C'est très, au niveau du pitch, c'est vraiment ultra light. Mais le jeu, par sa mécanique très épurée et par le fait qu'il y ait peu de cadres narratifs imposés, on a quelques éléments de narration sur des cartes, etc. Mais la mécanique est tellement prenante, c'est par la mécanique même qu'il parvient à ce qu'on s'investit tellement dans la partie qu'on vit réellement ce que nos personnages sont en train de faire. Et pourtant, on n'a pas en train de taper vraiment un grand ancien. C'est un jeu où, en général, on termine les parties debout autour de la table. Ça se joue souvent sur le fil. On a un investissement très fort. Et moi, je me souviens de beaucoup de mes parties. On a des anecdotes avec mon groupe de joueuses assez incroyables sur ces parties. Et ça veut bien dire qu'on a réussi à s'approprier complètement la narration pour la faire nôtre, pour la faire notre expérience. Et on se raconte à chaque fois une histoire. Donc c'est vraiment, je pense, un très bon exemple de jeu à narration émergente. On pourrait parler aussi du jeu de rôle. Dans le jeu de rôle, on connaît tous les jeux de rôle plus traditionnels issus de Donjons et Dragons ou l'Appel de Cthulhu, avec des systèmes assez lourds en termes de règles. Enfin, en tout cas, certains peuvent être lourds, certains points de règles peuvent être lourds à gérer, souvent avec des scénarios qui sont écrits, où on a une quête à réaliser, enfin en tout cas, ou une enquête dans l'Appel de Cthulhu plus, mais voilà, on a quelque chose de précis. Il y a eu, à partir des années 2010, des changements, il y a d'autres approches qui ont été proposées dans le jeu de rôle avec le système dit PBTA, donc le Powered by the Apocalypse, dans lequel on est beaucoup plus en co-construction. C'est-à-dire qu'on a des accroches de scénarios, des accroches, on va se mettre d'accord sur ce qu'on a envie de jouer ou pas. Donc on est vraiment très libre sur ce qu'on va définir. Et en réalité, ce sont les joueurs et joueuses qui, en discutant avec le MJ, ou d'ailleurs il y a des jeux où il n'y a pas de MJ, on va créer l'univers au fur et à mesure. Et donc on va faire que très peu de choses sont écrites, les PNJ ne sont pas toujours écrits, on va donc les inventer au fur et à mesure qu'on crée l'univers. On n'est plus du tout, là on est bien dans de la co-construction, de la co-narration, où tout le monde est responsable de l'histoire collective qu'on est en train de se raconter autour de la table. Là aussi, on parle de jeu à narration émergente, puisque la narration n'est pas figée à l'avance, elle est bien issue de ce que chacun et chacune décide d'y mettre et d'y apporter dans la construction commune. Je pense que j'ai... Ouais, c'est OK.
Merci Paul Gara pour c'est très intéressant sur ces notions de quelle place peuvent avoir plus ou moins active, plus ou moins libre le joueur dans les systèmes, dans le récit. Et si certes il y a des auteurs comme Rob Daviau qui font très bien leur travail et qui sont conscients qu'il faut laisser cette place au joueur ou à la joueuse, moi quand j'ai essayé de regarder un petit peu et de ma légère expérience dans les collectifs de création de jeux, etc., je vais essayer de faire des généralités parce que tous les auteurs ne sont pas Rob Daviau et tous ne sont pas attentifs à ça. Quand on regarde les bonnes pratiques de game design, où est placé le joueur quand on se pose la question qu'est-ce qu'il est bon de faire quand on veut créer un jeu dans les bonnes pratiques, comment est-ce qu'on crée un bon jeu, d'accord quand on regarde des livres comme ceux que j'ai cités tout à l'heure, Rules of Play ou L'art du game design de Jesse Shell, bref, des bibles du game design, très généralement, la place du joueur, c'est qu'il faut lui accorder de la satisfaction. Il faut que le jeu soit d'une difficulté adaptée pour le joueur ou la joueuse. Si les choix sont trop faciles, dans ces cas-là, ce n'est pas intéressant pour le joueur ou la joueuse. Si elle est trop élevée, ce n'est pas intéressant pour le joueur ou la joueuse, puisqu'il va arrêter, c'est trop dur, j'arrête, etc. etc. Tout l'enjeu est de garder le joueur ou la joueuse engagé dans l'expérience. À tel point que ça peut mener parfois vers des dispositifs qui en fait sont créés spécifiquement pour maintenir l'engagement du joueur ou de la joueuse dans l'expérience, pas toujours pour des bonnes raisons. On peut penser à des jeux alors qui ne sont pas des jeux de société pour le coup, comme Candy Crush, des gachas, où là ils sont designés pour produire des boucles de compulsion. Clairement, il y a des boucles de game design, objectif, challenge, reward, qui nous proposent un challenge. Et puis au moment où on a la récompense, parce qu'on a rempli ce challenge, on a un petit feedback visuel avec des étoiles, un petit son hyper satisfaisant et positif qui va nous dire « Waouh, super, t'as gagné !» Mais fais quand même ça à côté. Comme ça, il nous maintient enfermés dans une espèce de boucle de quêtes à remplir, de récompenses qu'on va obtenir, un petit peu comme ce petit hamster dans sa roue qui tourne en permanence et à la recherche de sa dopamine, puisqu'à chaque fois qu'on obtient une récompense, c'est ça qui nous arrive. On est content, c'est l'hormone de la motivation, du plaisir, etc. Et dans ces cas-là, voilà, on continue de jouer pour continuer d'être rempli de cette dopamine. Alors, bien sûr, tous les jeux, etc., ne sont pas comme ces gachas ou comme Candy Crush, et voilà. Il reste malgré tout que dans les bonnes pratiques de game design, il est de bon ton, ou il est admis que nous, on travaille pour qui ? Je dis nous, pardon, les auteurs et les autrices, on travaille avant tout pour produire une expérience satisfaisante pour les joueurs et joueuses. Voilà. Majoritairement, c'est ça, c'est ce qui est admis dans les bonnes pratiques. On est attentif au rythme de jeu pour pas que les joueurs et joueuses s'ennuient. On est attentif à la satisfaction qu'ils ressentent, la gratification, enfin tout ce que je viens de dire. Voilà. Qu'est-ce que ça implique ça déjà que peut-être dans les pratiques de création, malgré tout, la place du joueur et de la joueuse, elle est quand même là. Elle est conséquente. Voilà. Même si parfois c'est mal fait, et que laisser une narration émergente par le biais d'une réelle narration émergente, une réelle place active, libre, etc. au genre, c'est mieux, certes. Oh merde, pardon. On va le récupérer, merci, pardon. Hop là. Voilà, donc il y a ces notions, on peut plus ou moins bien mal le faire, mais de manière très générale, effectivement, la satisfaction, la gratification sont au centre. Qu'est-ce que ça implique pour les auteurs et autrices de jeux comme limite ? Il y a des chercheurs et game designers qui ont vu ça comme une espèce de, finalement, quand on crée le jeu, quand on est en permanence, la création de jeu est en permanence dirigée vers la satisfaction du joueur ou de la joueuse, c'est au détriment de l'expression de l'auteurice. C'est-à-dire que finalement, à quel moment, si le jeu, voilà, les règles et l'objet proposé par l'auteur ou l'autrice et qui est ensuite réinterprété par le joueur ou la joueuse, qu'est-ce qui se passe ? Si c'est un dialogue, en fait, qui s'exprime dans ce dialogue majoritairement ? C'est le joueur ou la joueuse. Okay ? Si l'auteur ou l'autrice a un propos à faire passer, en fait, il est limité par le fait qu'il doit laisser une bonne place au joueur ou la joueuse, lui proposer de la satisfaction, une expérience d'une difficulté, etc. Donc, eux, ils ont, par le biais d'un article qui s'appelle Abusive Game Design, pour ceux que ça intéresse, je l'ai développé un peu plus longuement dans une conférence l'année dernière, mais pour résumer en substance, Abusive Game Design dit pour essayer de forcer les joueurs à comprendre ce que moi, auteur ou autrice, j'ai voulu dire à travers le jeu, on va essayer de les toucher personnellement, et pour ça, on va essayer de casser en fait ces bonnes pratiques de game design. De dire, non, on va faire des jeux qui ne sont pas forcément satisfaisants, qui ne sont pas forcément d'une difficulté adaptée, peut-être trop facile, peut-être trop difficile. Oui, on va peut-être faire des jeux ennuyeux, on en parlait déjà hier, il en faut, tout ça. Voilà. Cette question est intéressante à se poser parce que, oui, pour moi, on est dans un moment de l'histoire du jeu de société où la question du jeu de société en tant que média, comme que moyen d'expression pour les auteurs et les autrices, c'est finalement assez récent. Et que finalement, certes, on a un lexique de game design qui est assez vaste,
Mais est-ce qu'on a vraiment, les auteurs et les autrices, des intentions à faire passer avec ce lexique ? Est-ce que c'est une attitude qui est finalement valorisée sur le marché de mais qu'est-ce que tu as voulu dire avec ce jeu ? C'est quoi ton propos ? Voilà. Et le propos justement de Sicart et Wilson, c'est de dire en fait, il faut laisser plus de place donc, à l'expression de l'auteur ou de l'autrice dans ça. Il y a un autre game designer très connu qui s'appelle, je vais absolument mal le dire, c'est évident, Shen-Chuang Lee, qui a écrit un article qui s'appelle « Je perds donc je pense ». Ce qui est assez rigolo, bon, le titre évoque plein de choses, mais là où il veut en venir, c'est que en fait, justement, c'est contre la satisfaction du joueur. Il faut faire perdre le joueur. À partir du moment où il commence à perdre, il commence à se poser des questions sur ce qu'il est en train de faire. S'il se contente de gagner, finalement, il ne va pas trop se poser de questions sur ce qu'il est en train de vivre, sur ce que le système lui demande de faire, etc. Encore une fois, lui, Shen-Chuang Lee rejoint Sicart et Wilson en disant il serait peut-être bon que les joueurs et les joueuses, plutôt que de se contenter d'essayer de comprendre le système pour performer au sein de ce système et réaliser l'enjeu, d'essayer de comprendre qu'est-ce que le système, et l'auteur et l'autrice derrière, essayent de me dire. C'est vraiment le switch qu'ils essayent de faire, ces gens-là, ces game designers, ces chercheurs et chercheuses. Ils ont développé donc une attaque technique, je ne vais pas revenir dessus. Shen-Chuang Lee citait l'exemple d'un autre game designer, Gonzalo Frasca, qui, aux alentours de 2004, a créé un jeu. Alors, je vais citer l'exemple d'un jeu vidéo, parce que c'est très difficile de trouver des jeux de société qui ont essayé de faire des propositions significatives qui vont dans ce sens-là. Un jeu qui s'appelle Kaboul Kaboom, qui parle des frappes aériennes américaines en Afghanistan. Et donc, on est censé faire les frappes aériennes dans un village afghan pour tuer des terroristes, en fait. Mais il se trouve que nos frappes ne sont pas tellement ciblées, qu'au passage, on tue des civils. Et qu'au fur et à mesure, en fait, en tuant des civils, forcément, dans ce village, qu'il y ait des bombes qui s'écrasent sur le village et qui tuent des civils, ça crée des terroristes. Voilà. Et donc, en fait, c'est un jeu qu'on ne peut pas gagner. Le jeu ment aux joueurs, clairement. Dans l'expérience, c'est un jeu que le jeu va amener à créer de plus en plus de terroristes. Donc là, clairement, il frustre le joueur, même plus que frustré. Enfin, il va contre lui. C'est une expérience que l'on ne peut que perdre. Donc là, il remet en question un des aspects principaux du game design où, normalement, un jeu, on peut gagner ou perdre. Il y a un réel enjeu. Là, non, le système, le jeu, il a été designé. On ne peut pas y gagner à ce jeu, c'est évident. Et c'était quoi son propos ? Lui, c'était d'essayer de recréer quelque chose qui n'existe pas du tout en jeu de société, alors que c'est pratiqué dans la littérature, le théâtre, le cinéma. C'est une tragédie. Une tragédie, c'est un genre littéraire identifié, c'est quelque chose où, à la fin, le mec, il meurt. À la fin, on perd. À la fin, c'est triste, c'est mal. C'est pas une belle histoire pour les personnages de l'histoire. Et donc, pour le joueur et la joueuse, c'est pas une belle histoire qui vient de se jouer. Certes, dans des jeux qui peuvent permettre de gagner ou de perdre, des fois, on perd, c'est évident. Là, c'est l'intention de l'auteur de faire perdre les joueurs. Ils n'auront pas la liberté de gagner ou de perdre. C'est l'auteur qui a voulu exprimer quelque chose, qui a voulu faire ressentir le très spécifique, porter un propos, enfin faire ressentir aux joueurs et joueuses quelque chose de très spécifique et porter un propos. Voilà. Et donc, à mon sens, il serait peut-être bon de se poser ces questions-là, auteur et autrice, à quel moment est-ce que finalement toujours vouloir satisfaire le joueur ou la joueuse, lui laisser toujours beaucoup de liberté, etc. C'est très bien, hein, je suis tout à fait d'accord avec ça, c'est très très bien. Mais laisser de la liberté, c'est pas forcément le satisfaire, hein, c'est pas la même chose. On est tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Non, bien sûr. J'insiste. Et je te rejoins là-dessus. Vraiment, il faut pas faire de raccourcis. Hein. Je suis tout à fait d'accord avec toi là-dessus. Il n'y a pas de problème. Tu vois, il y aurait moyen de faire des jeux avec une très bonne agentivité, laisser une forte agentivité aux joueurs et malgré tout proposer des expériences qui permettent aux joueurs de se poser des vraies questions, etc., etc. Vraiment, ça ne remet pas en question ce que tu as dit avant, à mon sens, du tout. Voilà, donc pour moi, c'est peut-être cette question-là qu'il faudrait se poser par rapport à la place du joueur et de la joueuse dans les bonnes pratiques de game design. Voilà. On est bon avec cette partie, je crois ? Ouais. Alors, notre troisième et dernière partie. Voilà. C'est la place des joueurs et des joueuses au sein du marché. Donc là, on va plus se poser la question de savoir comment on est perçu, comment on s'inscrit dans ce qui forcément est un marché, un secteur économique, où, je le disais un peu en introduction, nous sommes des cibles commerciales, puisque les jeux, il faut bien qu'ils soient achetés et générer du chiffre d'affaires. Et donc, nous sommes les premiers destinataires, en théorie, effectivement, des jeux. On observe quand même aujourd'hui une plus grande importance qui est donnée à tout ce qui est marketing, à la communication et à cette idée de cible dont on parlait. Avant, quand le jeu était un peu plus confidentiel, finalement, il y en avait beaucoup moins de sorties. Et on peut dire que les jeux qui sortaient, ils étaient un peu joués par
toute la masse de joueurs et joueuses, en tout cas ceux qui étaient très investis dans le hobby. Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une envie du secteur d'aller chercher des nouveaux joueurs et nouvelles joueuses qui ne sont pas forcément des acharnés passionnés qui connaissent l'histoire des jeux de société depuis le premier jeu de société moderne. On va dire que c'est peut-être Le Lièvre et la Tortue de 79. Voilà, qui est le premier Spiel des Jahres. Mais voilà, on va faire des jeux pour cibler famille, des jeux ciblés enfants, des jeux ciblés pour 2 joueurs ou 2 joueuses, des jeux pour pouvoir jouer avec sa grand-mère, des jeux pour jouer entre amis, pour faire des icebreakers, etc. Donc on a vraiment un formatage et avec cette idée vraiment de cible et même de cloisonnement en fait entre les jeux. On veut produire toujours ce qui marche commercialement. Or, vouloir produire ce qui marche commercialement, ça veut dire qu'on va donner aux joueurs et joueuses quelque chose qu'ils aiment déjà. On va essayer de leur redonner à chaque fois ce qu'ils ont déjà aimé. On comprend très bien pourquoi, avec ce genre de boucle, parce que c'est un peu aussi une boucle qui s'auto-entretient, on me donne ce que j'ai aimé, je l'aime, alors on me redonnera encore la même chose. Et bien, en fait, on a beaucoup plus de sorties et pourtant, on a peut-être beaucoup moins de propositions innovantes, puisqu'on a tendance à répéter des schémas qui ont déjà fait leurs preuves. On a donc un formatage des produits, c'est ce que je disais, et on observe malgré tout, alors là je vais être peut-être un peu rude, mais une énorme interchangeabilité entre certains types de jeux. Il y a des jeux dans lesquels on ne fait plus trop de différence. On vous a peut-être changé l'univers dans lequel ça se passe. On vous a peut-être mis des dés ou des cartes. Mais in fine, ce que vous faites, c'est peu ou prou la même chose. Ça fonctionne de la même manière. Et souvent, c'est ces fameux jeux où quoi que vous fassiez, vous marquez des points. Voilà, donc, et on a vraiment aussi... donc, on a ce formatage et on va parler rapidement, mais ce qui est un peu inquiétant, c'est que c'est un peu le stade ultime du capitalisme. C'est vraiment ce que Guy Debord explique dans La Société du spectacle. C'est quand les marchandises arrivent à un tel point d'être interchangeables qu'en fait, on n'acquiert plus une chose pour ce qu'elle est, mais on acquiert une marchandise pour acquérir une marchandise, où en fait, le fait d'acquérir et de posséder a plus d'importance que la chose qu'on va posséder. Il parle aussi de la nouveauté, il me semble. Oui. En fait, ce qui remplace les qualités intrinsèques de la chose, voilà. C'est le fait qu'elle soit nouvelle. Exactement, la nouveauté. Et c'est un petit peu ce qu'on observe aujourd'hui, où les jeux qui sortent sont très nombreux, très vite oubliés, ils passent à la trappe, on ne s'en souvient plus, ils ne sont pas très marquants. Ils ne sont pas très marquants parce qu'ils sont très vite remplacés et qu'on est dans un culte de la nouveauté, mais ils ne sont pas aussi, pour certains, parce qu'ils ne se démarquent pas. Il n'y a pas beaucoup de prise de risque, en tout cas, dans ce qui est proposé. Il y a aussi beaucoup de fantasmes. Alors, c'est marrant, parce que je pense que ça fait un point aussi avec ce que tu disais sur les bonnes pratiques, etc. Il y a un énorme fantasme sur les attentes des joueurs et joueuses. Il y a un très bon article de Richard Garfield, enfin, un très bon article, je ne suis plus mesuré en fait. Non. Il y a un article intéressant de Richard Garfield sur BGG qui date du mois d'octobre, où il revient sur des pratiques qu'on trouvait dans des jeux il y a peut-être une trentaine d'années, plus facilement, 20, oui à peu près, ou 20 ans, enfin je ne sais pas. Ouais, bon. Qui aujourd'hui sont des choses qu'on vous dit de ne pas faire, que les joueurs et joueuses ne veulent pas. Et il y a toute une liste comme ça. Et la première exemple qu'il donne, et c'est vrai, c'est quelque chose qu'on entend, c'est des jeux avec une élimination en cours de partie. On vous dit ça, il ne faut pas faire ça. Si sur une partie de 40 minutes, je suis éliminée à la minute 15, je vais forcément être insatisfaite, je ne vais pas être contente, et donc on va vous dire c'est une mauvaise chose. Je pense que vous avez tous joué au Loup-garou Tierce-lieu. Ce jeu, on en pense qu'on veut en termes de qualité intrinsèque. Ce jeu est toujours joué. Il est joué dans toutes les cours d'école, énormément. Enfin, moi, c'est le seul jeu que tous les amis de ma fille connaissent. Ils jouent à toutes les récréations. Les Loup-garou Tierce-lieu est un jeu où vous pouvez même vous faire éliminer quasiment avant d'avoir commencé la partie. Ce jeu fonctionne toujours. Il a toujours énormément de pratiquants-pratiquantes, et c'est un jeu à élimination directe. Donc, c'est totalement faux de dire que les joueurs et joueuses ne veulent pas d'élimination directe. Pas du tout. Voilà. Il y a d'autres aspects sur le fait de ne pas avoir de déséquilibre trop fort. Ça, c'est quelque chose qu'on entend souvent qui revient. Il faut qu'un jeu soit équilibré. Le problème des choses trop équilibrées, c'est qu'à la fin, tout est équivalent.
et donc on n'a pas de plaisir particulier à faire des choses qui sont équivalentes et assez plates. Quand on discute avec des auteurs de jeux, souvent ils disent eux exactement le contraire. Ils disent que ce qu'ils aiment, c'est des jeux avec des émotions fortes, où il y a des choses qui sont très déséquilibrées, même un peu de chaos, ça ne les dérange pas, parce que c'est ce qui vous procurera des grosses sensations. Bien sûr, il y a un équilibre dans le déséquilibre, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait d'autres moyens pour avoir de la satisfaction. Mais si on prend un jeu comme Magic the Gathering, qui est quand même un TCG qui est joué depuis maintenant 1993, c'est un exemple dans lequel il y a des moments où on fait des choses très déséquilibrées. Il y a des cartes très très puissantes qui vont aussi dépendre du moment où on les joue en partie. On peut avoir des situations complètement déséquilibrées et où voilà, on va écraser son adversaire en 2-3 tours, enfin en très peu de tours, etc. Et c'est ça qui provoque de grosses sensations, de grosses émotions, beaucoup plus que ce qui est équilibré. Et d'ailleurs, c'est une des choses qui fait vivre la communauté des joueurs de Magic, dans le sens où, en fait, c'est la méta qui se développe autour du jeu, que telle combinaison de cartes, que telle carte soit broken, cheatée, on emploie les mots qu'on veut. En fait, c'est ce qui crée une narration très forte autour de ce qui se joue autour du jeu, dans les tournois, etc., etc. Donc, c'est ce qui fait vivre aussi émotionnellement la communauté dans le réel, en fait. On peut parler aussi du fameux downtime, donc c'est les temps morts en jeu. C'est souvent, on essaye d'éviter le downtime. Parce que c'est quelque chose que n'aiment pas les joueurs et joueuses, c'est-à-dire ces moments où on ne fait rien et où on attend de jouer. Et en fait, le downtime, il a un sens dans certains jeux. Il y a effectivement des techniques, par exemple de faire du draft. Le draft, l'intérêt du draft, c'est que comme on draft en simultané, on élimine du downtime. Ça permet effectivement d'éviter cette sensation désagréable. Mais en réalité, le downtime, il est gênant quand, à mon tour de jeu, j'attends et que je ne peux même pas réfléchir à ce que je vais faire. Parce que, par exemple, le jeu va trop changer, la configuration du jeu va trop changer jusqu'à ce que ça revienne à mon tour, ou bien parce qu'on a eu un exemple hier, il faut que j'attende de jeter mes dés pour savoir ce que je vais faire, ce qui fait que pendant que les autres jeux, je n'ai rien à faire. En revanche, le downtime, il a un sens quand dans certains jeux, j'ai besoin du temps qui va s'écouler pour pouvoir préparer mon prochain coup. Et j'ai besoin de ce temps de réflexion, plutôt que de l'avoir au moment où les autres attendent que je joue, où là, je vais les faire attendre très longtemps parce qu'il va falloir que je prenne tout le temps de la réflexion. Donc le downtime n'est pas complètement quelque chose à proscrire. Autre exemple, sur des idées reçues, il y a les jeux où on ne va pas avoir un vainqueur, mais on va avoir un perdant, et c'est à partir du moment où on a un perdant où le jeu s'arrête. Ça, c'est souvent considéré comme quelque chose qui n'est pas très bien, parce que autant on accepte qu'il y a un vainqueur, autant personne n'a envie d'être le seul perdant autour de la table. Il y a quand même un jeu qui a très bien fonctionné, qui s'appelle quelques années, qui s'appelle Karo Combo Kraskarirt en allemand, qui fonctionnait exactement avec ça. Il y a un autre jeu qui a très bien fonctionné, puisqu'il a été à la sélection de l'As d'Or, c'est That's Not a Hat de Kasper Lab, qui fonctionne également comme ça. C'est le premier qui a raté 3 fois ce souvenir de quel objet il passait, ou en tout cas qui a mis fin à la boucle en se trompant, soit parce qu'il a donné un mauvais objet, soit qu'il a mal nommé l'objet qu'il donnait, soit parce que, je sais plus, l'autre condition, c'est parce qu'il reçoit et il ne sait plus nommer ce qu'il donne. C'est une fois qu'on s'est trompé 3 fois, on est le perdant de la partie, et ça met fin à la partie. Donc, c'est pour dire qu'effectivement, il y a peut-être des choses qui sont datées, dont on dit et on entend dire il ne faut plus faire ça dans les jeux, les joueurs et joueuses ne veulent pas ça. On a plein de contre-exemples qui montrent que ça marche toujours. Et en fait, je pense qu'il y a un fantasme sur nos attentes de joueurs et joueuses. Clairement, si aussi on a aujourd'hui parfois des mouvements qui ont envie de redécouvrir des anciens jeux, c'est parce que dans ces jeux-là, il y avait beaucoup moins ces considérations de ce qui nous plaisait. En fait, ce qui nous plaît, c'est plein de choses différentes. Et à force d'avoir cette vision fantasmée, on crée des jeux qui se ressemblent tous, et on peut en sortir plus, on n'en sortira pas plus qui se démarquent. Et on est tous conscients, et de toute façon, on n'a pas le temps de jouer à tout ça. Donc, à un moment, il vaudrait peut-être mieux sortir moins, mais être capable de plus d'innovation, de plus de réflexion, et de ne pas avoir des idées toutes faites sur quelles sont nos attentes. Typiquement, je pense qu'en réalité, les joueurs et joueuses aiment être frustrés. C'est ce que je disais, avoir le choix entre 2 trucs super cool dans un jeu qui crée de la frustration. C'est ça qui crée les émotions fortes, et c'est ça qui fait qu'on se souvient et qu'on a le sentiment d'avoir eu de la fameuse agentivité. Ok, ouais, effectivement, il y a beaucoup de fantasmes sur ce que le joueur ou la joueuse idéale, il ou elle pourrait être.
Et ce qui serait intéressant de regarder, on va en parler un petit peu après justement, la suite, c'est la place des joueuses dans les études de la réception. Pour en fait essayer de voir finalement, plutôt que de faire des généralités, des fantasmes sur qui est ce joueur ou cette joueuse idéale, finalement, comment ils réagissent, qu'est-ce qu'on peut dire quand on essaie d'étudier ce qui se passe vraiment dans les parties de jeu. Voilà, ça c'est aller voir au plus près. Et donc, il y a des sociologues, des anthropologues qui se sont dit le faire. Enfin, pour le jeu de société, très peu, on va y revenir. Il va être nécessaire là, de faire un petit détour, d'abord, malheureusement, par d'autres pratiques, d'autres médias. Parce qu'il s'est passé, il y a eu tout un clivage, enfin un débat dans les théories de l'art au XXe siècle. C'est le moment où sont nées les industries culturelles, comme les a appelés Adorno, dans le sens où là, on n'est plus dans le... Enfin, à cette époque, sont apparus des mots comme les mass médias, par exemple, et on s'est posé les questions de mais qu'est-ce que ça fait en fait que le même support culturel, la même info, la même fiction, le même épisode de Dallas, le même film à 20h30 du dimanche soir, soit vu par tant de millions de personnes. Voilà. Quel impact finalement ça a sur la société? Et Adorno de l'école de Francfort, lui, il disait mais attendez, vous ne vous rendez pas compte de l'impact que ça a sur nous en tant qu'individus, en tant que société. Comment est-ce que ça peut changer nos comportements? Comment est-ce que ça peut modeler nos valeurs? Voilà. Donc il y a eu tout ce mouvement où, en premier lieu, avec l'apparition des industries culturelles, par des sociologues donc de l'école de Francfort et d'autres, ça a été très très critiqué. Et donc il y a eu beaucoup de théories qui allaient dans le sens de, finalement, pour faire une petite caricature, les spectateurs sont des moutons. Attention à ce qu'on fait parce qu'ils vont gober tout ce qu'on leur donne dans les séries télé, etc., etc., etc. Voilà. C'est ce qui a dominé vraiment le début du XXe siècle dans les études de non pas dans les études de la réception, mais dans la question qu'on se pose entre quand il y a une œuvre qui est transmise entre son support, que ce soit un film, un jeu, etc., et les récepteurs. Finalement, comment est-ce que le sens s'échange? Est-ce que le téléspectateur prend tout comme ça? Quel est l'impact sur les spectateurs, etc., etc. Donc, dans la première moitié du XXe siècle, l'accent a été mis sur le dispositif en disant attention, c'est le dispositif, ça envoie, ça nous change, etc. Soyons vigilants. Et dans la deuxième partie du XXe siècle, il s'est passé quelque chose, un petit revirement. Enfin, tout ça a été mitigé. Mais avant d'y venir, il me semble que ce serait peut-être intéressant de parler d'une des théories qui va dans le sens en fait, donc on va parler de la cultivation theory qui a été qui a été émise par George Gerbner. Donc c'est un chercheur en communication et en sociologue des médias. Donc c'est lui qui a développé la cultivation theory, donc on pourrait traduire en français par la théorie de la cultivation, mais c'est vrai que c'est une terminologie un peu bizarre. Donc il l'a développé à partir des années 60. Lui, il travaille avant tout sur la télévision. Alors, en fait, cette théorie, elle repose sur l'idée que les médias tels la télévision, ils vont pas nous influencer tant par les messages ponctuels qu'ils vont émettre, mais plus par une exposition qui va être répétée et cumulative. C'est-à-dire qu'en fait, à force d'être exposé au même type de représentation, on finit par intégrer, sans questionner, une certaine vision du monde qui reflète celle qui est produite par les médias. Et même si c'est une vision qui ne correspond pas forcément à la réalité que l'on pourrait observer. Donc, en fait, ça cultive des perceptions, des normes, des attentes. Ça ne persuade pas, hein, c'est pas que ça va vous faire changer d'opinion, mais c'est à force de vous exposer au même type de représentation, on a une forme de porosité et on finit par accepter ces représentations. On va aussi avoir une vision du monde qui est très homogène. On va avoir des perceptions beaucoup plus communes. Les gros consommateurs de télévision, on s'aperçoit qu'ils ont une vision du monde qui est beaucoup plus commune que ceux qui vont moins la regarder. Il y a aussi quelque chose que j'ai trouvé vraiment passionnant, c'était le Mean World Symptom. C'est-à-dire que, par exemple, si vous montrez des images de violence à la télévision répétées, ça ne va pas rendre les téléspectateurs violents. Ça va juste leur faire avoir plus peur dans le monde extérieur. C'est pas du tout l'idée ça va pas vous rendre violent et le fait d'être soumis à des images de violence, ça va juste vous donner la perception que le monde extérieur est beaucoup plus violent. Et aussi, comme les médias, souvent, il y a une surreprésentation de certains groupes, donc plutôt les personnes blanches, les hommes, les classes dominantes. Les messages des médias, ou en tout cas le fait d'y être soumis de façon répétée, va normaliser des discriminations et des rapports de pouvoir entre les différentes catégories de population. Donc ça va naturaliser, ça va rendre acceptable.
On peut se demander pourquoi le jeu de société, il échapperait en fait à ce type d'influence. Après tout, on peut se dire qu'il y a quand même beaucoup de jeux qui ont les représentations assez communes. Le plus grand exemple, je pense qu'on le voit, c'est sur le colonialisme, la façon dont sont représentées les questions qui traitent de la colonisation de territoire dans les jeux de société. On voit bien qu'on a quand même très peu de messages discordants. On est toujours dans la même représentation, dans l'expansion de territoire, qui est vue comme quelque chose de positif, de bénéfique. On ne s'interroge pas sur les populations locales qui sont complètement invisibilisées ou représentées de façon passive. C'est-à-dire qu'elles peuvent exister, mais elles ne sont pas un enjeu. Elles n'ont aucune existence dans le jeu. Et on le sait que même les jouets font l'objet depuis longtemps d'études sur les représentations qu'elles transmettent. Enfin, je pense on sait tous que, par exemple, la poupée Barbie est un objet d'étude depuis assez longtemps sur quelle représentation elle donne sur les enfants et sur la société, en fait. Donc, il est évident que le jeu de société peut aussi avoir ce genre d'influence à force de répéter et de traiter de la même manière, sans questionnement, certaines thématiques. Ouais, je reprends ce que tu viens de dire, parce que si on accepte effectivement que Barbie ce soit normatif, et que je pense que pour beaucoup d'entre nous, on le sait, on l'a compris, on a même au journal télévision, on nous dit Barbie a changé cette année pour être soit plus inclusif, soit plus comme ceci, etc., etc. Pourquoi est-ce qu'on accorde ce pouvoir aux jouets ? Enfin, voilà, de leur pouvoir d'influencer la société, alors que par rapport aux jeux de société, ces questions sont complètement évacuées. Moi, je pense que c'est une très bonne question à se poser. Voilà. Donc, ces visions en fait de l'industrie culturelle, des mass médias, etc., se sont développées sur tout le début du XXe siècle. À partir des années 70-80, il est apparu un mouvement de sociologues qui, on peut très grossièrement appeler les cultural studies. Ces gens-là, ils ont été donc observés au plus proche les pratiques culturelles des classes populaires, mais pas que. Beaucoup en Angleterre, parce que cette école s'est développée là-bas, autour de Birmingham. Et eux, ils se sont dit, en fait, les gens sont peut-être pas tous des moutons, il serait intéressant d'aller le constater, en fait. Est-ce qu'ils sont des moutons ? Et de quelle manière ça change vraiment les comportements ? Parce que sur le principe, oui, certes, ça semble pas déconnant de dire que ça influence la société, mais allons le voir. Et donc, ils ont fait des études où ils ont été voir des gens dans leur maison, et ils ont été les voir regarder Dallas, par exemple. Cette série Dallas qui a été très connue dans le monde dans les années 80. Ce qui est très intéressant, c'est qu'ils ont pris des groupes sociaux, enfin des familles ou des groupes sociaux qui venaient de pays très différents. Il y avait une famille japonaise, il y avait une famille américaine, il y avait une famille européenne, etc., etc. Et à l'époque, dans l'école de Birmingham, il y a un sociologue qui s'appelait Stuart Hall, qui a écrit un article super qui s'appelle Codage, décodage, où il développe, enfin peut-être pas en start là, mais en gros dans son corpus, il développe les notions de posture. Ou comment est-ce que finalement le spectateur ou la spectatrice, comment est-ce qu'il va recevoir le sens qui est envoyé par un épisode de Dallas, par exemple. Ce qu'il a constaté, c'est qu'il y a 3 postures différentes. Il y a la posture qu'il appelle hégémonique ou dominante, c'est-à-dire que finalement les représentations qui sont données par la fiction qui m'est proposée, je vais les manger, en fait. Je suis fasciné, cette idéalisation, je l'accepte, elle me fait rêver, j'adhère aux valeurs de manière consciente, explicite ou non, mais il y a une adhésion. Constaté, quoi. Parce qu'ils ont fait des entretiens qualitatifs après. Ils faisaient regarder Dallas à des gens et après ils posaient de nombreuses questions pour constater ça. Donc il y a une première posture qui est celle hégémonique dominante qui va plutôt dans le sens d'Adorno, de Gardner, etc. Ensuite, il y a la posture qu'il appelle négocier. Posture négociée, c'est je vais regarder la série Dallas, mais en fait, je ne vais pas forcément prendre tout ce qu'elle m'amène comme idéalisation. Je ne vais pas adhérer à cette idéalisation de ce qui est présenté. Je vais savoir quand c'est de la fiction. Je vais savoir que finalement, c'est des modèles caricaturaux qui renforcent des valeurs, etc., etc. Typiquement, et ce qui est assez rigolo, enfin moi, ce que j'ai découvert quand j'ai lu l'étude de Libs and Katz qui ont étudié Dallas, c'est de voir que c'était les familles américaines, en fait, qui avaient des postures négociées. Et pas des postures hégémoniques ou dominantes. Moi, j'aurais eu tendance à penser qu'au contraire, étant baigné dans cette culture du capitalisme, etc., etc., peut-être on aurait pu constater plus de postures hégémoniques ou dominantes, et non. Parce qu'en fait, des Américains qui regardent Dallas, dans la vie de tous les jours, ils voient des gens avec des chapeaux de cow-boy qui roulent dans des gros Range Rover, etc., etc. Donc, eux, quand ils regardent Dallas, ils savent que c'est de la fiction. Ça ne correspond pas au réel. Ils voient très bien la différence, parce que eux, le réel des gens avec des chapeaux de cow-boy, ils le voient tous les jours. Donc, cette distinction entre le réel et la fiction, ils la font très bien, et leur posture est beaucoup plus facilement négociée. Donc dans ces cas-là, ils regardent ces épisodes de Dallas pour le scénario, pour les enjeux entre les personnages, etc., etc. Et enfin, il y a la posture oppositionnelle.
La posture oppositionnelle, c'est j'ai très bien compris ce que cette série essaye de m'envoyer. Et non, je ne suis pas d'accord avec ce discours. J'ai identifié les valeurs qui sont portées par cette fiction et je m'inscris en faux. Et dans ces cas-là, alors là, c'est plutôt quand on connaît tous quelqu'un qui regarde de la télé-réalité, par exemple, juste pour crier après la télé. Mais c'est vraiment trop nul, mais regarde-le, c'est des abrutis, etc., etc., etc. Ça, c'est consommer du contenu en posture critique oppositionnelle, okay, mais direct. Voilà. Et pourtant, le contenu est consommé. Hein. Clairement, il a regardé jusqu'au bout. Donc, il y a vraiment ces 3 postures qui ont été détectées dans la réception du sens par le spectateur ou la spectatrice. Voilà. Alors, pour qu'on conclue sur cette partie ou... Ouais, on va conclure sur cette partie. J'ai juste une petite chose rapide dont j'ai envie de parler. En fait, on a fait ce long détour par la télévision, d'autres supports. Pourquoi ? Parce qu'il n'existe pas ou peu d'études de la réception sur les jeux de société. Donc il a été nécessaire d'en parler par rapport à d'autres supports. Comme on le sait, les études sociologiques, tous ces projets de recherche, il faut des fonds pour les financer, et autant quand c'est sur des séries télé très connues ou des jeux vidéo, oui, on peut avoir beaucoup de fonds. Quand c'est sur les jeux de société, on en a très peu. Donc on n'a pas d'études quantitatives ou qualitatives, significatives, qui peuvent constater les réceptions des jeux de société, etc. Il y en a une de Jean-Emmanuel Barbier, qui date de 2018, je crois, qui a des soirées jeux. C'est un francophone, Jean-Emmanuel Barbier. Et donc, ce qu'il a constaté, et je finirai avec ça sur cette partie, c'est que en fait, toutes les réceptions de ce qui est envoyé par les jeux de société, c'est des critiques syntaxiques. Dans le sens où on va évaluer est-ce que le jeu est équilibré ou pas, est-ce que le jeu est bon ou pas, est-ce qu'il est joli ou pas, etc. Ce ne sera jamais de la critique sémantique, dans le sens où quel est le sens du jeu, qu'est-ce qu'il envoie comme valeur. On ne retrouve pas du tout cette identification des valeurs portées par la série dans le cadre de là, c'est là par les jeux. Voilà. Ouais, si on peut terminer rapidement pour conclure sur cette sur la question de la place des joueuses au sein du marché, on le comprend puisque nous sommes les cibles, puisque nous sommes les premières à être concernées finalement par ce qu'on nous propose, les propositions. Vous avez compris que moi je plaide pour une plus grande liberté et une plus grande s'emparer en fait beaucoup plus de la place que l'on a. Ça veut dire forcément, qui dit une plus grande liberté, dit aussi une plus grande responsabilité. Et responsabilité, ça veut dire qu'on a le droit, on n'a jamais l'obligation, mais on a le droit de se questionner sur ce qu'on achète, sur ce à quoi on joue, quelles sont effectivement les valeurs. On peut se poser des questions, on n'est pas obligé de se dire juste que parce que c'est sympa et rigolo, c'est forcément bien. Il y a des tas de choses sympas et rigolotes qui ne sont pas forcément bien et qui ne sont pas forcément en accord avec nos valeurs si on prend le temps d'y réfléchir. On peut influencer les tendances, on a ce droit et on a cette responsabilité aussi de ne pas être OK avec tout ce qu'on nous vend, la façon aussi dont on nous le vend et les conditions dans lesquelles on produit. C'est des choses auxquelles aussi on peut réfléchir. Il y a beaucoup de questions dans d'autres domaines qu'on peut se poser. On peut aussi se poser la question de à qui appartiennent les éditeurs de jeux. Je peux dire, par exemple, tout le groupe Hachette appartient à Bolloré. Quand vous achetez des jeux Hachette Board Games, vous donnez de l'argent à Bolloré. Je le fais, ça, j'achète des jeux chez Hachette Board Games. Et pourtant, il y a des moments où je me pose la question de la responsabilité aussi que j'ai là-dedans. C'est des questions c'est une question qui est totalement refusée d'être discutée en fait dans le monde du jeu, je trouve. Le jeu, on a le droit de s'approprier culturellement, créativement et politiquement le jeu. Je suis tout d'accord avec toi, et juste pour ajouter, peut-être par le dialogue public qu'on peut avoir avec les éditeurs et les éditrices sur les réseaux sociaux par exemple, c'est quelque chose qui serait peut-être bon de faire. Je sais pas. Mais t'en as parlé peut-être, j'ai pas. Bref. Ok. Non, j'ai cru, je sais pas. Très bien. On passe à la conclusion. Oui, faisons ça. Avant de pouvoir. Donc c'est la conclusion punchline là où Henri me déteste. Mais non, pas tant. Vas-y donc. Eh bien, en conclusion, je vais vous dire que l'autrice est morte et les joueuses l'ont tuée. Voilà. C'est belle la phrase. Mais oui, parce qu'en fait, vous avez bien compris, moi je vraiment milite pour le fait de dire que le jeu n'existe pas tant qu'il n'est pas joué. Parce que comme on l'a dit, je suis beaucoup plus sensible à cette théorie qui dit que le jeu est avant tout une idée et que sa matérialité ne suffit pas à le faire exister. L'intention de l'autrice dans sa création n'est pas suffisante pour faire rendre le jeu parfait, terminé, fini. Il faut impérativement que les joueuses s'en emparent et décident d'y jouer.
Bien sûr, la phrase est un peu provocatrice, elle est empruntée à Roland Barthes, mais si je dis que l'autrice est morte, ce n'est pas un rejet ni une négation de son travail, hein, pas du tout, c'est plutôt la reconnaissance d'un déplacement du pouvoir symbolique. Le sens d'un jeu, c'est pas de garantir l'autorité de celui qui l'a créé et de lui conserver son autorité, c'est plutôt d'accepter de le donner, de s'en déposséder pour le donner à celles qui font vivre le jeu. Et donc c'est bien les joueuses qui tuent l'autrice, mais ce n'est pas par violence, mais plutôt par émancipation, puisqu'elles vont affirmer leur capacité à interpréter, à détourner et à refuser les cadres qui leur sont proposés. Ce n'est pas un discours univoque, hein, c'est vraiment une espèce de négociation le moment où on joue, et finalement les joueuses détiennent bien le dernier mot. Elles joueront bien comme elles en ont envie, si elles veulent changer le jeu ou pas. Les joueuses ne sont pas juste des réceptacles des règles, mais c'est bien elles qui vont leur donner du sens. Et c'est aussi, si on accepte cette liberté et ce grand pouvoir qui nous est donné, eh bien, on reboucle avec ce que je disais précédemment, avec la grande responsabilité qui doit aller avec. Ok, bon. Ma position, donc, en réaction à cette position, c'est, pour moi, et cette magnifique phrase qui est « l'autrice est morte, la joueuse l'a tuée », pour moi, l'autrice, elle n'est pas morte parce qu'elle n'est pas encore née. En fait, c'est bien commode comme pirouette, ça, monsieur. Ouais. Non, parce que finalement, le jeu de société, c'est un média et un moyen d'expression pour les auteurs et les autrices qui a à peine depuis 30 à 50 ans maximum, et qu'il me semble que encore trop peu d'auteurs ou d'autrices ne s'en emparent pour vraiment porter un propos, vraiment s'y exprimer, porter quelque chose de personnel à travers les jeux. Donc je suis tout à fait d'accord avec toi pour dire qu'il faut laisser de la place aux joueurs. L'esprit critique, je te rejoins sur la plupart de ce que tu as dit en fait. C'est juste le passage sur l'auteur ou l'autrice où moi je pense que il faut pas faire porter une espèce de domination symbolique sur l'auteur et l'autrice. Pour moi, cette domination symbolique, elle vient des industries culturelles et créatives. Elle vient de formatage de l'objet commercial, dont justement les auteurs et autrices doivent s'émanciper aussi, en fait. Cet esprit critique, il faut l'appeler chez les joueurs et joueuses, c'est évident, mais il faut aussi l'appeler chez les auteurs et les autrices pour qu'ils s'efforcent de proposer des jeux qui pourraient aussi tenir compte du fait qu'il faut laisser une belle place aux joueurs et joueuses dans l'expérience parce qu'ils sont co-créateurs du moment vécu. Ça, c'est évident. Je te rejoins là-dessus. Mais pour ça, si tu les tues, ils ne vont pas pouvoir le faire, en fait. Donc, pour moi, il faut leur laisser le bénéfice du doute et leur laisser le temps et le moment de proposer des jeux un peu différents. Voilà, c'est mon avis. Et je crois que nous avons fini et que si vous en avez, nous sommes tout à fait dispo pour des questions. Merci de votre écoute, toutes et tous. Merci. Je sais que tous les deux, alors on va digresser un peu, mais je sais que tous les deux vous connaissez un peu le jeu de rôle et la question de l'auteurice. En jeu de rôle, voilà, l'idée que le jeu il existe quand il est joué. C'est particulier quand on parle du jeu de rôle, mais je pense que ça s'applique aussi au jeu de société en moindre mesure, parce que le jeu de société est beaucoup plus une notice que le jeu de rôle ne l'est. Mais il y a quand même un objet littéraire et un jeu à la lecture, déjà juste des règles de ce qu'on s'imaginait tout. Nous, en jeu de rôle, on sait très bien que la majorité des jeux achetés sont simplement lus et pas mis en place, et pas joués. Et alors, c'est critiqué par certains, par d'autres. Moi, je trouve ça bien aussi. C'est un objet et une façon de jouer seul, à bouquiner son truc aussi, et du coup ça clash un peu, je trouve en tout cas, de ce que tu disais Paul Gara sur le jeu existe seulement quand il est mis en place, et du coup je ne sais pas si vous aviez des réflexions par rapport à ça, si ça vous semble en fait on pourrait reprendre l'idée que le jeu de rôle c'est avant tout une conversation, et si cette conversation elle se tient pas, le jeu n'existe pas vraiment. Enfin là, on a la même problématique. Après je suis tout à fait d'accord qu'il y a plein de jeux de rôle qu'on achète pour juste les lire. J'ai envie de dire qu'il y a plein de jeux de société qui sont achetés et pas joués. Ça revient au même. En fait, si l'expérimentation est toujours différente pour le jeu de rôle où tu vas lire le système, le lore peut-être, ce qui est souvent très passionnant et qui se lit presque comme un livre classique, qui n'est décorrélé du jeu. Tu peux le lire presque comme un livre de fantasy pour certains jeux, selon les univers bien évidemment. Mais en fait, je pense que ça ne change pas grand-chose
tant que la conversation ne se met pas en place. Alors après, on pourra dire il y a le jeu de rôle solo, mais qui est un peu à part. Mais en fait, en vrai, ça va être quand même une conversation avec soi-même en réalité, puisque souvent c'est peut-être beaucoup pour le journaling. Tant qu'il n'y a pas la conversation, le jeu n'existe pas complètement. C'est juste un système avec un lore. Personne ne s'est encore projeté dedans. Il y a pas les émotions, elles ne peuvent surgir que en jeu en fait. Si on considère qu'on a une vision esthétique du jeu. Vas-y. Je rejoins ce que tu dis dans le sens où, peut-être dans l'exemple que tu cites, quand le joueur ou la joueuse lit le livre de jeu de rôle et qu'il y prend du plaisir, je ne pense pas qu'il soit en train de jouer. Alors, en fait, dans le sens où, moi, quand je lisais des livres de jeux de rôle, c'est une expérience littéraire. Si tu veux, je prends plaisir à lire le livre de jeu. Peut-être que je m'imagine des parties, c'est certain, mais je ne suis pas vraiment en train de faire fonctionner le système que me propose le jeu de rôle, etc. Pour moi, c'est une expérience, qui a ses qualités, etc., mais qui n'est pas un moment de jeu. Voilà, pour moi. Pour rester un peu dans ce thème, moi j'ai une réflexion sur dire que la boîte de jeu n'est pas un jeu si elle n'est pas jouée. Ça me fait un peu penser à ce qu'on dit dans les autres œuvres de est-ce qu'un tableau qui n'est pas regardé est une œuvre d'art, est-ce qu'un film qu'on n'écoute pas en est un, est-ce qu'une pièce de théâtre qui n'est pas mise en scène reste une pièce de théâtre. Et j'ai l'impression que c'est plus une question très générale de qu'est-ce qui fait l'art et qu'est-ce qui fait une œuvre d'art qu'une question sur réellement le jeu et la boîte de jeu. Peut-être qu'il y a de ça. Après, je trouve que la différence, c'est que le livre est un produit fini quand il est écrit. On ne changera pas les mots qui sont dedans. Le film est un produit fini, même si personne ne le regarde. Il peut même être diffusé en salle avec aucun spectateur. Je pense que c'est un petit peu la différence. La particularité, c'est que dans le jeu de société, enfin au sens large, il y a vraiment une dimension d'activation qui est vraiment beaucoup plus prédominante en fait. On n'est vraiment pas que réceptrice. Après, je dis pas quand on lit, bien évidemment, ça suscite des choses en nous, mais ça, je pense que selon moi, ça ne fonctionne pas sur les mêmes ressorts. Il n'y a pas le même engagement, et même l'engagement physique, qui, je pense, est très important dans le jeu de société, et qui est peut-être un des rares médias où on a un tel engagement physique. En fait, c'est-à-dire qu'on fait corps avec le jeu, on le ressent, en fait. On l'a tous eu. Et cette activation physique, elle est vraiment fondamentale pour finir le jeu, en fait, en tant que jeu. C'était juste, moi, en gros, je suis vraiment d'accord avec toi, même si on ne va pas refaire la conférence. Juste citer à titre d'une anecdote, Jesper Juhl, qu'on a vu tout au début, un de ses arguments en faveur du game et en faveur de l'existence de l'objet, même quand il n'est pas joué, c'est d'avoir utilisé un jeu à 0 joueur. Le jeu à 0 joueur, il en existe très peu, mais il en existe. Et donc lui, comme peut-être avec une certaine forme de mauvaise foi intellectuelle, ouais, c'est rigolo, mais c'est avec une forme de peut-être mauvaise foi intellectuelle parce qu'il défend un petit peu rhétoriquement son point de vue. Il dit voilà, puisqu'il peut exister des jeux à 0 joueur, du coup on n'a pas besoin du joueur. Bon. Et en fait, quand tu regardes le moment vécu, le joueur, il est comme tu le dis, il est là pour la maintenance du jeu, mais il est là. L'expérience, elle ne peut pas fonctionner sans le joueur ou la joueuse. Donc voilà, c'était parce que voilà, il y a ça aussi qui existe si on veut. Voilà. Je ne sais pas si ça c'était pour. Oui, en fait, pour moi, il y a les deux choses. Tu parles de termes d'expérience. Effectivement, l'expérience du jeu se fait avec les joueuses autour de la table, mais la boîte de jeu, ça reste un jeu de société, ça reste ce média-là. La pièce de théâtre, si on ne l'éprouve pas avec des actrices ou peu importe la forme de théâtre, ou parfois c'est le public qui va faire les actrices, ça reste du théâtre et même si la pièce de théâtre en elle-même, ça va juste être un bouquin et encore pas toujours, ça reste ce média-là. Et pour moi, le jeu de société reste le média du jeu. Par contre, l'expérience du jeu de société se fera par les joueuses. Alors, je te laisse répondre, Paul Carole. En fait, je suis pas sûre de comprendre ton commentaire. Non, je n'ai pas compris, excusez-moi. Non. Je pense que j'ai le droit de ne pas comprendre. D'accord. Oui, bien sûr. Je vais juste... En fait, c'est que j'avais l'impression, mais c'est peut-être moi qui, de base, n'avais pas compris ce point-là, c'est que j'ai l'impression que tu disais qu'un jeu de société n'en était pas un tant qu'il n'était pas joué. Et c'était par rapport à ça que je commentais. Mais c'est peut-être moi qui avais mal compris. C'est ce que je pense. Le jeu de société, pour moi, n'existe pas tant qu'il n'est pas joué. Moi, ouais, Pardon.
Tu veux compléter ou Non, pas? parce que du coup, comme donc peut-être que tu voulais continuer. Du coup, je mettais cette nuance-là où pour moi, le jeu de société existait quand même, mais par contre, l'expérience du jeu se faisait par les joueuses. Oui, l'objet existe, mais pour moi, il n'est pas encore un jeu. Là, pour moi, on retrouve vraiment la distinction qu'on a fait dans ta toute première partie, où c'est vraiment ce clivage entre le game et le play. C'est ces deux façons de percevoir ce qu'on appelle un jeu, et c'est, à mon sens, peut-être une des difficultés dans le français d'avoir le même mot pour représenter à la fois l'objet et l'expérience vécue. Pour moi, là, clairement, dans le petit dialogue qui vient de ce jeu, on est vraiment dans ce clivage, mais qui n'est pas conflictuel pour autant. C'est vraiment deux façons de voir le jeu. C'est vraiment ça. Et ces deux approches, on le voit, elles se sont affrontées dans la recherche, et les deux approches ont vraiment leur raison d'être, à mon sens. Voilà. Après, je le dis, c'est aussi pour ça qu'on n'est pas d'accord, c'est que moi j'ai une approche plus radicale. Voilà, donc je comprends tout à fait qu'on ne soit pas du tout dans cette approche-là et pas du tout d'accord. Voilà. Mais mon propos n'est pas de trouver la réponse, en fait. Tu vois ? Ouais, mais Jacques Henriot, comme toi, il a affirmé des positions très fortes pour recentrer justement le débat à ce moment-là vers le play. Je pense que c'est dans ce champ culturel en fait qui est le jeu, dans les études sur le jeu, c'est des points de friction culturelle, des points de vue très forts, des positions fortes, et c'est bien parce qu'il y en a des très fortes qui se parlent. Et c'est comme ça qu'on avance, voilà, qu'il y a qu'on crée un dialogue riche, quoi, en fait, et contrasté, il me semble. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou des débats ou des mots, des phrases? Où est-ce qu'on est bon? On est OK? Il se trouve qu'on arrive à terme du temps, donc c'est parfait. Il est 57. Merci encore une fois à tous et toutes pour votre écoute. J'espère que ça vous a parlé un peu, que ça vous a intéressé. Voilà. Merci. Merci.